Merci d'être avec nous en ce 23 janvier 2023. Et bien oui, 2023 qui se répète. On est ravis de vous accompagner jusqu'à 9h30, donc avec différentes thématiques. On est ravis aussi qu'il y ait la pluie et la neige sur différentes régions du pays, dans différentes régions du pays. Donc on vous donnera justement le détail de la météo dans un moment avec Amel Laribi. Mais il est vrai que quand Dame Nature se part de son manteau blanc, on s'en donne à cœur joie pour les prises de vue. Donc l'image est très présente, la photographie nous accompagne à ce moment-là. Et justement, nous parlerons de photographie avec la présence parmi nous d'un artiste qui nous vient de Tébessa. Tébessa, donc Yassine Mostafawi est photographe, le seul ou l'un des rares à posséder sa propre galerie consacrée à cet art. Une galerie qui est en même temps un carrefour culturel dans la wilaya de Tébessa. On verra ça avec notre invité tout à l'heure. Bien sûr, quand la météo est clémente, elle permet aussi aux invités de Blida, bien qu'il y ait de la neige dans cette ville des roses, donc de venir et même de nous offrir de belles et parfumées roses rouges. On est ravis justement de ce cadeau. Donc malgré la neige et malgré la pluie qui sévissent encore dans cette région du pays. Donc on sera ravis de parler de la ville de Blida, de son architecture, aussi de son histoire, à travers aussi la découverte des différentes portes qui existaient et qui ont justement, dont les noms ont traversé un petit peu la mémoire et le temps, pour demeurer ici, témoigner de temps anciens. Donc nous aurons le plaisir de recevoir deux architectes, couple dans la vie et couple aussi dans le travail. Il s'agit de Burhaneddine Foufa, et Amina Foufa, donc Abdesmat, donc deux architectes de Blida qui viendront nous parler un petit peu de l'architecture dans cette ville des roses. Aujourd'hui, nous parlerons aussi de sport de différentes manières, avec de l'alpinisme d'abord. L'alpinisme donc qui est à l'honneur du côté de Médéa à partir du 27 janvier. Donc le 27 janvier, il y aura cette première édition du Challenge national d'escalade en bloc à Médéa. Et bien sûr, pour en parler, nous aurons l'occasion de retrouver les organisateurs, entre autres Karimou Kara, donc, qui est alpiniste et initiateur d'escalade, donc un sport qui prend de plus en plus d'ampleur chez nous. Et puis, bien sûr, nous aurons l'occasion avec Wahiba Belhawa de parler de cette journée mondiale consacrée au sport féminin. Tous les 24 janvier, on célèbre cette journée qui est aussi une journée de sensibilisation quant à la médiatisation, sous-médiatisation des sports féminins un petit peu partout dans le monde. Donc on verra un petit peu la célébration et son organisation du côté de notre pays avec Wahiba tout à l'heure. Et bien sûr, on n'oublie pas le foot, donc le sport roi chez nous, donc avec ce championnat africain des nations, donc qui se déroule toujours, qui suit son cours. Et Riyad Belkhadim nous en fera un petit peu le résumé pour ce qui relève justement de la journée d'hier. Et bien sûr, il nous donnera le programme de cette journée pour ce qui relève du Chan. Alors aujourd'hui, bien sûr, on est lundi et chaque lundi, elle nous séduit avec ses histoires et bien sûr, elle nous emmène, elle nous balade à travers les symboles. Aujourd'hui, elle a choisi de nous parler de l'agriculture et de ce qu'elle offre comme possibilité et comme symbole. Bon, bien sûr, on est toujours ravis de vous retrouver. Il y aura aussi des reportages, de la musique dans notre édition. Mais bien sûr, on ne déroge pas à la tradition de commencer avec un point météo aujourd'hui. Il est signé Amel Laribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. J'ai retenu la leçon. Le triangle rouge veut dire vigilance. Vigilance, voilà. Vigilance. Attention au verglas. Mais il est toujours présent au centre de la carte. Exactement. Au même emplacement. Voilà, sur les hauts plateaux surtout. Oui. Alors que nous disent les cartes justement pour cette journée? Alors Nadia, on a eu 3 vigilances oranges concernant maintenant le grand froid, les pluies orageuses et la neige. D'accord, les 3. Pour cette journée. On a attendu très très longtemps, mais quand tout le monde est... Ça vient à la fois. quand ça vient à la fois. Allah Ibarak. On est bien servi. Et puis comme vous dites, Allah Ibarak, on est content pour l'agriculture. Ah oui, surtout, oui. Pour l'humeur aussi. Même pour nous aussi, on respire bien. Ouais, on respire. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on a comme temps en ce 23 janvier?
Exactement. S'il vous plaît. Donc, merci Radia et bonjour à tous et bon réveil surtout. Alors pour aujourd'hui, on aura toujours des passages nuageux, un temps instable, mais plus sur le centre et l'est, accompagnés de pluies orageuses, parfois assez marquées par endroits, mais plus vers la région côtière, centre et est du pays. Une petite amélioration par contre se fera sentir en après-midi sur le centre, vers le centre et plus près des côtes. Toujours des flocons de neige durant cette journée sur les hauteurs de l'ouest, le centre, également l'est du pays, les sommets vers les 600 et 700 mètres d'altitude qui peuvent même monter jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Donc soyez très très prudents si vous êtes en voiture. Alors pour la moitié sud, eh bien on aura des passages nuageux vers le Bécharois et le Nord Sahara qui peuvent donner quelques pluies locales. Ailleurs rien à signaler, le soleil sera bel et bien présent et à noter des vents assez forts sur le Égard et le Tassili qui peuvent engendrer des soulèvements de sable. Les températures, eh bien quant à elles seront plutôt fraîches, avec toutefois un minimum de 2 degrés seulement du côté d'Al-Bayad, 5 Djelfa, 4 à Sétif, 7 Batna, 6 degrés à Tiaret, 8 Tizi Ouzou, 13 degrés Oran, Tlemcen, Al-Naba, 10 degrés à Alger, au sud 12 seulement vers Béchar, Gardaïa, Biskra, 19 Ilizi, également à Drar, 21 Insalah, 24 à Tamanrasset et Janet, 28 degrés à Borj Beji Mokhtar et le maximum cette fois-ci à Ingazem avec 32 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes ouest, agitée sur les côtes centre, mais très agitée sur les côtes est, avec des vents qui vont souffler jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest et centre, et les vents seront de secteur nord à nord-est sur les côtes ouest et nord à nord-ouest sur les côtes centre, et vont atteindre les 50 km/h sur les côtes est, et les vents seront de secteur nord-ouest. Et on termine suite avec l'éphéméride pour aujourd'hui. Eh bien, le soleil se couchera vers 18h03. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci beaucoup, Ahmed. C'est moi qui vous remercie. N'oubliez pas de vous couvrir. Il fait oui, vraiment surtout. froid, Il fait effectivement. froid. On l'a bien senti. Exactement, le châle, le bonnet, les gants, tout ce qu'il y a. Et pour cause, on aura compris avec votre météo, il neige sur les cimes des montagnes, Sur les sommets. les massifs de centre l'Atlas et blidéen jusqu'au Djurdjura, mais aussi les hauts plateaux sont couverts d'un manteau blanc. Ah, c'est magnifique. On a eu de très belles images sur les réseaux sociaux, Exact. mais en termes d'images, on va aussi vous offrir un reportage qui nous emmènera à l'est et au centre et dans différentes régions du pays. Il est signé Raouf Hamouche. Il a beaucoup plu, il a aussi beaucoup neigé sur pratiquement tout le nord du pays, particulièrement dans les régions de l'Est et du centre. Les quantités les plus importantes de neige sont toutefois tombées sur les hauts plateaux et l'Est du pays. Sétif et Constantine étaient d'ailleurs toutes blanches ce matin, donnant lieu à un spectacle que les habitants de la région connaissent bien et qui continue d'enchanter les enfants. C'est un réel bonheur de voir la neige tomber ici à Sétif. C'est une véritable aubaine pour nous, pour les enfants et surtout pour les terres agricoles. Seulement voilà, l'accumulation de la neige et du verglas a pratiquement bloqué le trafic routier sur les axes de plusieurs localités du nord du pays, à l'instar de Médéa, où les automobilistes n'ont pu circuler que grâce à l'intervention des équipes de la protection civile, accompagnées de celles des travaux publics et des services de sécurité. Dès les premiers flocons de neige, je suis sorti avec ma famille pour profiter de ces beaux paysages. Dieu merci, grâce au travail et à l'engagement des services concernés, la circulation est fluide. Avec cette neige, je demande seulement à tous de faire très attention sur la route, car cela peut être très dangereux. Il y a une accalmie au niveau des wilayas de l'ouest du pays, mais ça persiste sur les wilayas du centre ainsi que les wilayas de l'est avec deux BMS très importants, notamment les chutes de neige et aussi accompagnées de chutes de pluie. Le chute de neige très important à partir du relief 600 mètres à 700 mètres du centre-est jusqu'à l'est du pays. Où déjà, durant les dernières 24 heures, il y a eu plusieurs interventions de ce sens de la protection civile. On a d'assistance des personnes qui étaient bloquées, cernées sur les routes suite au cumul de neige. Depuis la salle de surveillance des routes et des voies de communication de la gendarmerie nationale, on suit de très près l'évolution de la situation engendrée par les intempéries. Dans chaque wilaya, une cellule de suivi d'intervention travaille sans relâche pour apporter de l'aide aux citoyens.
دائما هذه الخلية تعمل 24 ساعة على 24 ساعة طيلة هذه الاضطرابات الجوية إلى غاية يعني انقضاء هذه النشرية الخاصة، وكذلك تسهر دائما على توجيه الوحدات من أجل تأمين المواطنين. Un bulletin spécial de l'Office national de la météorologie précise que cette vague de froid continuera à affecter les régions du centre et de l'est du pays jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, c'est super. On est ravis de voir autant de neige un petit peu partout. Bien sûr, on salue bien bas toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour prêter aide et attention à ces personnes en difficulté. C'est vrai qu'il y a des zones enclavées, qu'il faut absolument sortir de l'isolement. Bonjour. Bonjour. Ça va, Sylvain? Oui, ça va très bien. Écoutez, oui, ça va, super. La fraîcheur vous va bien, vous aussi. Oui, moi j'aime bien. Il n'y a pas que Amel Laribi. Non, Zaïda Fechta, il n'y a pas de souci. J'aime bien l'hiver, j'aime bien quand il pleut, j'aime bien quand il neige aussi. Franchement, c'est un temps magnifique pour les contes, pour les histoires, pour ma vie. Voilà. Absolument. Qui dit conte, qui dit histoire, on va un petit peu survoler des symboliques qui sont justement liés à Dame Nature. Exactement. Donc, comment l'ancien agriculteur connaissait son climat et comment il savait qu'il allait y avoir quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut, dans la zone climatique, pour un ancien agriculteur qui n'a pas fait agronomie à l'université, hein, mais qu'est-ce qui symbolisait une belle année agraire et qu'est-ce qui symbolisait une mauvaise année agraire. Donc il y a des symboles. Et ce sont des signes et des symboles naturels. Oui, je pensais que la question m'était adressée, donc j'étais incapable de... Je me suis dit, oh là là, une colle de bon matin. Non, mais attendez. Non, mais en fait, j'ai envie de vous dire que nous sommes justement... ces jours-ci, c'est ce qu'on appelle dans le cadran des maisons lunaires, ce qu'on appelle dans le calendrier agraire. On appelle cette période le boula. Alors pourquoi le boulaire? Parce que justement, c'est la période où il neige. Donc cette neige est normale. C'est la nature qui s'exprime et elle s'exprime au temps voulu. Alors ces jours-ci, cette semaine et un petit peu la semaine prochaine, nous sommes en plein boulaire. Après, il y aura Saad al-Saoud. Pourquoi Saad al-Saoud? Parce que la terre va absorber justement cette neige et elle va la faire couler dans les tiges et elles deviendront plus verte. Du coup, la neige, en cette période, c'est très favorable pour une année très riche, très fertile et très verte. C'est vrai que les agriculteurs craignaient une année de sécheresse. Tout à fait. Donc tout va bien merci. Du moment qu'il y a le boulaire. Alors, je voudrais aussi revenir sur un fruit qui est très lié et relié avec la terre. En fait, il y a quelques mois, ils ont labouré leur champ, n'est-ce pas? Alors, sachez que avant de labourer son champ, il y avait un symbole qui devait être présent sur le champ qui devait être labouré. Là, je vois apparaître des grenades. Et la grenade, justement. Sachez qu'il y avait une tradition, c'est très symbolique, il y avait une tradition qui jadis, l'agriculteur jetait une grenade et devait la faire éclater sur son sol avec les graines qui vont s'éparpiller comme ça. Moi, j'ai retenu la leçon. Vous avez parlé de fertilité il y a quelque temps et c'était un symbole de fertilité. Tout à fait. Donc, la grenade, très grand symbole et très beau symbole de fertilité, devait être écrasée et faire éclater sur le champ. Pourquoi? Pour que ce champ, cette terre deviendra très très fertile. Donc au mois de novembre, on fait éclater la grenade, on va labourer. Donc octobre-novembre, hein, c'est la labeur. Donc on nous a ok. Donc on faisait éclater la grenade. Après, il y aura le boulaire. Donc le boulaire, la neige, les grenades vont, si vous voulez, faire leur effet symbolique. La terre va être fertilisée, donc va être franchement bien présente pour donner plus tard au printemps donc une belle récolte. Donc regardez, nous sommes il y a le fruit donc qui est bien sûr la grenade qui va être jetée sur le champ. Et il y a bien sûr la neige qui va être absorbée par la terre. Ce sont deux grands symboles agraires très très importants. Il y en a d'autres, hein. Il y en a bien d'autres. Nous avons par exemple, quand on parle d'une bonne année agraire, Nayer, hein, on revient un petit peu juste une semaine en arrière, il y avait une tradition, il y avait une vieille tradition avec le sel. Alors à l'époque, il n'y avait pas, c'est pas du sel iodé, pas forcément, hein, mais c'était juste
juste du sel. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On mettait du sel sur la fenêtre. On prenait un bol, on prenait une assiette, et puis on mettait du sel à l'intérieur. Et ce sel, justement, on le mettait sur le bord de la fenêtre. Et quand on le mettait sur le bord de la fenêtre, il fallait voir le lendemain si ce sel est humide, s'il a dégagé une certaine eau ou il est resté sec. Donc si c'est humide, c'est une année agraire excellente. C'est une agraire où il va pleuvoir, où il va neiger. Et ça, si on l'avait fait la semaine prochaine et le sel était humide, ça aurait annoncé la neige qui est tombée. Qui est tombée par la suite. Exactement. Et les pluies aussi, pas seulement la neige, effectivement. Donc, mais c'est vrai que dans nos salières, on met du sel pour absorber toute cette humidité. N'est-ce pas? Exactement. Oui. Donc, vous voyez que le sel, en fait, est un grand symbole aussi d'une année agraire, une année agraire très fertile. Je voulais dire du riz, on met du riz avec le sel. On met du riz, je mets le melh. Oui, parce que le sel, il durcit quand il y a de l'humidité. C'est ça. Oui. J'ai dit un truc qui était complètement absurde. Non, on met du sel dans la salière, mais bien sûr qu'on met du sel dans la salière. J'avais compris. Mais bon, donc le sel, grand symbole déjà de richesse. Oui. Vous savez qu'il y a un certain moment, une certaine période, où la monnaie courante était le sel. Absolument, c'était une monnaie pour le troc. C'était un salaire. C'est pour ça qu'on appelle le salaire, parce qu'il vient justement du sel. On était payé par du sel. Donc le sel qu'on met au bord de la fenêtre et quand il est sec, c'est pas une bonne année. Quand il est humide, ce sera une très très bonne année. D'ailleurs, il annonce la neige qui va tomber. Et de toute façon, les caravanes traversaient notre pays avant, hein, donc il y avait la route du sel. Tout à fait. Alors, mais j'ai envie de vous dire quelque chose. Quand est-ce qu'on pouvait justement prendre ces bêtes et voyager? Est-ce qu'il y a une relation avec le temps? Comment on savait que demain il fera beau et qu'on pouvait voyager, par exemple partir loin? Alors il y a des adages qui expliquent ceci. D'accord. Il y a un adage qui dit il ahmarat fi l'ashiya suq hmark l'mdiya. D'accord. Ou là il ahmarat fi l'ashiya suq hmark l'tniya. Donc ça dépend où vous vous retrouvez. C'est-à-dire que si après l'asr, entre l'asr et le maghreb, quand le ciel devient rougeâtre, c'est-à-dire que demain il fait très, ça augure très, très une beau, belle journée et vous pouvez sortir à l'aube déjà, vous pouvez prendre votre bête à Soukhmarak l'Mdiya. Tu peux faire de la route. Moi, j'ai pas d'âne, mais c'est ainsi que je pense aussi. Je me dis que dès que je vois les rougeurs, je me dis, demain, il va faire beau. Donc, c'est un adage qui est très ancien. Il parle d'une autre époque où il n'y avait pas de chevaux mécaniques, mais ils sont toujours présents à la Casbah parce qu'ils assurent un petit peu l'acheminement des déchets. C'est normal, c'est une tradition qui existe toujours. Ouais. Ça mérite un reportage, tiens. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé, effectivement. Alors, justement, donc, il a hmarat fi l'ashia, souk hmark l'mdiya, qu'il y a souk hmark l'tniya, c'est-à-dire que tu peux voyager. Et ceci aussi est un grand symbole et qui prédit justement une belle journée et un temps sec, plutôt joli, plutôt beau, pour faire de la route et voyager. Donc, nos ancêtres étaient très proches de leur terre et très proches aussi de leur climat. Puis il y a d'autres symboles, hein, énormément d'autres symboles qui se rapportent à la vie marine, qui se rapportent à la vie du sud, au Sahara. Et je crois que ça mérite une émission pour mieux s'étaler et essayer de mieux expliquer les choses. Inch'Allah, avec plaisir. Voilà, que ce soit une agréable journée, profitez-en. Il fait beau aujourd'hui. Merci. C'est aujourd'hui que je trouve que c'est fait beau. Il fait très beau, oui, il fait bon. D'ailleurs, on respire bien avec ce temps, avec ce climat. Ça se nettoie. Oui, ça assainit un petit peu l'air, toutes ces neiges et toutes ces pluies. On est content de vous retrouver à chaque fois. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah, bien sûr. À très bientôt. Donc, à tout à l'heure dans les coulisses. Oui, peut-être. Très bien. Bon, au revoir, Sihem. Et puis, merci à tous ceux qui sont avec nous ce matin. Et on va tout de suite parler encore de pluie et puis de cette pluie qui est bénéfique pour l'agriculture, pour la terre. C'est dans un reportage d'ailleurs. Il est signé donc Yanis Belkacem. Les précipitations enregistrées ces derniers jours sont une bénédiction pour les agriculteurs de la wilaya de Constantine, notamment ceux de la commune de Ain Abid. Des pluies salvatrices tombées à point nommé pour sauver une saison agricole qui a été marquée récemment par une longue période de sécheresse.
La pluie est de retour. Dieu merci, c'est une bénédiction divine. Ici, nous privilégions les cultures céréalières comme le blé tendre, le blé dur et l'orge. Nous sommes vraiment soulagés. Avec le retour des pluies, nous pouvons aujourd'hui atteindre nos objectifs. Un optimisme légitime, surtout avec ces dernières pluies, ce qui permet d'espérer une bonne saison dans une région réputée pour sa forte production céréalière. Nous sommes à Ain Abid, une commune qui est connue pour sa production céréalière, et ce au niveau national. Comme vous le voyez, plus de 18 000 hectares ont été réservés à la céréaliculture sur une superficie totale de 22 000 hectares. Nous pouvons atteindre nos objectifs à condition qu'il continue de pleuvoir. Ici, le savoir-faire des agriculteurs n'est plus à démontrer. Que voulez-vous ? Il y a des années avec et d'autres années sans. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Des pluies salvatrices mais insuffisantes, d'après les spécialistes qui appellent à l'utilisation des techniques d'irrigation d'appoint modernes, ainsi que la rationalisation de l'eau. Une eau précieuse devenue ces dernières années une denrée rare. J'ai demandé si une autre invitée allait bien et vous m'avez pêché comme ça en flagrant délit. Bon, bienvenue à notre ami et ambassadeur de la wilaya de Tébessa. Il s'agit donc de notre ami Yassine Mostafawi. Sofiane Mostafawi. Oui. Bon, voilà, c'est écrit Yassine, donc on va rectifier tout de suite. Sofiane, bienvenue. Merci. Ça va? Oui, et vous? Alhamdoulilah. Je suis content la route était praticable, facile? Bon, je suis venu le vendredi. Donc, ah, d'accord, vous êtes là depuis plusieurs jours. Oui, ben, tant mieux. Oui. Tant mieux, donc vous n'avez pas stressé en route et tant mieux. On mais là, ça, le stress va le retour. Absolument. Ben, j'espère que vous ferez un très bon voyage de retour et que vous apprécierez toute cette nature couverte de neige, voilà, couverte aussi parfois de ce manteau luisant, donc dû à la pluie. Je disais tout à l'heure au début de l'émission que les photographes étaient ravis en général de changements climatiques et qu'ils avaient toujours un petit appareil à portée de main pour en profiter, pour s'en donner à cœur joie et capter des moments de vie comme ça. Absolument. Vous le faites aussi quand il neige? Oui, pour moi, personnellement, la meilleure saison, c'est l'automne parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a plein de feuilles dans la nature et là, j'apprécie beaucoup pour prendre des clichés. Et puis, on va dire que chaque saison a son charme. Hein. Oui, absolument. Donc, on s'adapte en fonction de la météo, des saisons, de tout ce qui nous entoure. Oui. Est-ce que vous vous rappelez encore de ces premiers clichés qui vous ont un petit peu épaté et poussé à aller plus loin dans la photographie? En fait, on a toujours eu un appareil photo depuis mon jeune âge. Mon père, il m'a toujours acheté un appareil photo. Donc, la photo a toujours été présente dans la famille. Donc, à l'époque, c'était pour fêter un anniversaire, il fallait prendre des photos, des sorties, tout ça. Mais là, il y a environ une petite décennie, oui, il y a eu vraiment le déclenchement. Hein, c'était à partir d'un concours photographique dans lequel j'avais participé. C'était une photo que j'avais prise à la ville de Skikda. Oui. Et avec laquelle j'avais soumis mon travail qui a été accepté. Et c'est là, c'était le déclenchement de cette passion pour On dira au-delà de la passion, il y a maintenant une carrière de photographe qui est derrière vous. Wallahi, je me qualifie toujours d'amateur parce que moi, je n'ai pas fait de formation, je suis autodidacte, donc je m'amuse. Et puis, je fais ce que je veux et finalement, il y a un retour, ça plaît aux gens et tant mieux.
Et bien sûr, en fait, c'est ça, c'est ça qui est à la base de l'art en général. C'est comment dire, cet épanouissement que procure la création. Et aussi, bon, dans le domaine de la photographie, c'est que c'est un perpétuel étonnement face à ce qui nous entoure, à cet environnement. Oui, et enfin, il y a des amis qui m'ont dit il faudrait que tu fasses, tu travailles un petit peu, tu lises un petit peu, mais moi j'ai envie de garder cette naïveté, on va dire, et de prendre des photos comme ça au feeling. Bien sûr, il faut connaître des éléments de base pour que la photo soit assez logique. Mais sinon, je continue à faire des choses et puis... Voilà, en fait, vous ne faites pas que collectionner vos photographies, vous les partagez aussi avec le public à Tébessa, puisque vous êtes à l'origine de la création d'une galerie. Tout à fait. Le Tébessa Photographie, oui. Donc, est né il y a 2 ans, c'est bien ça? Il y a 2 ans, une galerie qui a été inaugurée par le wali de la ville. Et puis, il y a eu un engouement parce que c'est la première et l'unique galerie privée dans la ville de Tébessa, et dans laquelle non seulement j'ai exposé mon travail photographique et que j'avais intitulé Le pont de l'amitié. Ce sont des photos de voyage, bon, pour apporter un petit peu de rêve pour les gens qui viennent visiter ma galerie. Et puis, j'ai fait pas mal d'activités autres que la photo dans ma galerie, donc soit caritatives, soit j'avais fait l'année dernière, j'avais invité des enfants handicapés, on leur a fait une petite fête et puis on leur a offert des cadeaux. Et puis, lors de Ciné TV, il y a quelques mois, j'avais fait une ga'dat b'siya, on avait mis plein de hnebel, avec plein de couleurs, on avait préparé des gâteaux traditionnels et ça a été une ambiance un petit peu traditionnelle, folklorique. Et puis il y avait les artistes, des acteurs qui étaient venus assister à l'événement, et puis c'était une belle ambiance. Voilà, on voit d'ailleurs les images de cette belle ambiance, de cette Kesra qui est très bonne à l'Est. Et là, il s'agit d'un événement qui a été fait... Ah, ça, c'est pas le même événement, très bien. Non, là, il s'agit de la continuité des festivités de Yenneyer. J'avais fait partie du jury d'un concours photographique organisé par un centre de formation. Ça, c'est tout récent, c'est ça? C'est tout récent. Mais avant cela, j'avais fait aussi une exposition photo à la Maison de la Culture, toujours dans l'esprit de Yenneyer. Et puis, j'avais exposé des photos que j'avais préparées spécifiquement pour l'événement. C'était des bijoux, des objets traditionnels, tout ça, pour rester un petit peu dans le contexte. Vous étiez dans l'esprit de Yenneyer avec toute cette tradition qu'on essaye de jalousement couver et aussi de transmettre aux générations. Donc, c'est aussi... Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans le fait de partager des photos de voyage? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce public? Voilà, j'ai envie de dire que finalement, la photo la force de la photo, elle peut transmettre beaucoup de choses, beaucoup d'informations, elle peut apporter du rêve aussi. Parce que des fois, les gens, maintenant, on a tendance à moins lire et des fois, une photo, on peut passer un message fort à travers une photo. Oui, on peut faire découvrir des lieux, des traditions, tout à fait. Aussi des humeurs. Hein. On peut être peut-être dans le même mood qu'un personnage dans un portrait et ressentir des émotions comme ça. Absolument. Il y a des photos où ça touche les gens. Il y a pas longtemps, j'ai exposé des photos justement d'une partie de la ville de la wilaya de Tébessa, qui s'agit de Negrine et de Ferken. Oui. C'est à 160 km au sud de Tébessa, donc c'est un petit peu la porte du désert. Et pour le public tébessi, on va dire, ils ont découvert que cette région était magnifique et que les gens ne connaissaient pas. Oui. Donc il y a une végétation, il y a les qsour, tout ça. Et il a été déclencheur à ce qu'une agence de voyage organise des sorties, des excursions. Voilà, il y a un circuit qui a été créé autour de cette Absolument, zone. À partir des photos que j'avais partagées. Que vous avez sorties de l'ombre. Et on m'a remercié justement cette agence. On m'a dit, ah tiens, ils m'ont même envoyé des photos pour me dire, voilà, les gens qui étaient ravis de découvrir. Et puis, oui, c'est une de vos photos. Donc, là, c'est une photo. Ça décrit la nature. Voilà, c'est une forêt qui a été brûlée malheureusement, et finalement on peut faire ressortir la beauté des arbres de la nature, même si elles sont, on va dire, calcinées. Donc on peut faire ressortir à travers une photo des belles choses. Donc on peut renaître de ses cendres.
Oui, ça me rappelle que dans le Tassili Nadjer, on a carrément des forêts pétrifiées qui sont très belles. Et c'est vrai que sous le regard ou l'objectif d'un photographe, ça donne lieu à des merveilles, effectivement. Et puis dans la même collection de ces photos, j'avais pris une photo où un arbre calciné, mais il y a des feuilles qui renaissent. Oui. Donc c'est une manière, j'avais justement transmis aux gens qu'on peut se remettre des échecs de la vie. Donc c'est un message fort pour dire aux gens qu'on peut traverser. Il y a des renaissances qui sont très belles. Ouais, voilà. Tout ce petit feuillage comme ça qui émerge d'un arbre c'est un message fort de la nature. Un arbre qu'on croyait mort et finalement il est toujours vivant. Tout à fait, oui. Voilà, il prend le dessus un petit peu sur la vie. Et c'est magnifique, en fait, c'est ce type de message qui peut être perçu par les uns et les autres. Et donc, depuis 2 années, à quel rythme d'affluence donc vous recevez souvent le public? C'est ouvert tout au long de la semaine? Ça dépend des jours. Bon, je suis très actif dans le domaine culturel, en collaboration avec la Maison de la Culture, la Direction de la Culture. Donc, j'essaie un petit peu de booster un petit peu ce qui se passe. Bon, il se passe beaucoup de choses. Et puis, je suis un petit peu défenseur, on va dire. Et puis, dans ma page Facebook, il y a beaucoup de followers qui sont soit d'origine de TBSA qui sont installés à l'étranger, soit des gens d'un peu partout en Algérie. Et je deviens un petit peu, la page, elle devient un petit peu la plateforme de ce qui se passe dans le domaine culturel dans la ville de TBSA. Oui, absolument, j'imagine. Et c'est vrai que maintenant, le TVSTA photographie est devenu une plaque tournante culturelle aussi, au même titre que le Palais de la Culture de cette ville qui est un musée à ciel ouvert. On va peut-être terminer sur cette idée. Vous avez de la chance d'être à TBSA parce qu'on a des vestiges archéologiques à tous les coins de rue. Plein de vestiges, justement. Il y a la porte Caracalla, il y a le temple de Minerve, la basilique Sainte-Crispine. Il y a énormément de vestiges et j'invite justement les gens à venir visiter à TBSA. Et non seulement la ville de TBSA, parce qu'on peut aussi, en dehors du circuit romain, byzantin et la akhirihi, donc découvrir pourquoi pas le sud de TBSA, justement Firken et Negrin. Donc il y a plein de qsour, d'anciennes huileries, tout ça, et c'est magnifique. Ouais, j'imagine. En tout cas, voilà, on a été ravis de vous recevoir et de parler de cette ville de TBSA, donc où il y a tout un pan traditionnel, donc tout un pan culturel qu'on ne connaît pas et que le photographe peut révéler. Absolument. Merci infiniment donc à vous. Donc Sofiane Mostfawi, oui. Sofiane Mostfawi est photographe, vous l'aurez compris. Il vient de TBSA et il a une très belle galerie. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à aller faire un tour, ou sinon c'est sur votre page. Absolument. Alors, on rappelle un petit peu le nom de la page. C'est le TVSTA photographie. Voilà, TVSTA comme TVest. Absolument. Voilà, le nom antique de la ville de TBSA. Merci infiniment pour cette présence. Bon voyage de retour. Soyez vigilants sur la route. Oui, bien sûr. Voilà, vous prenez la route tout de suite? Non, ça sera pour demain, Inch'Allah. Pour demain, voilà. Bon voyage quand même. Merci. Et bonne journée, en tout cas. Profitez de cette dernière journée à Alger. Donc, on est ravis de vous accompagner, mesdames, messieurs. Cette fois-ci, on quitte TBSA pour Blida, la ville des roses. Et nos invités sont impatients de vous en parler. Et c'est parti.
Voilà, nos invités de Blida sont bien installés et j'ai nommé justement Burhaneddin, j'ai toujours du mal à lire ce nom. Burhaneddin Foufa, donc vous êtes architecte et vous êtes accompagné de votre moitié, donc votre chère épouse, Madame Foufa Abdesmad Amina. Bonjour. Bienvenue. Ça va? Merci. Merci. Ça va, Merci pour le bouquet de fleurs. Hein. Franchement, je tiens à le montrer encore une fois. C'est un beau bouquet de roses bien rouges qui nous viennent directement de la ville des roses, justement, Blida. Bien, c'est toujours un plaisir de parler de cette ville qui n'est pas loin d'Alger. Donc, on est à 50 km de Blida, finalement. Approximativement. Voilà, donc c'est une invitation ouverte à tous ceux qui nous suivent ce matin et qui ne connaissent pas Blida. Voilà, on a une porte d'entrée bien ouverte avec nos invités qui vont un petit peu être nos guides aujourd'hui. Donc Blida est une ville qui a été à la base créée par des Andalous, donc fuyant l'Inquisition, qui s'étaient installés dans cette belle région. Absolument, oui. C'est une ville qui a été créée qui a été fondée par Sidi Ahmed el-Kbir. Donc maintenant, quant à l'origine de ce saint homme, nulle part il n'est fait mention de ce détail-là. Néanmoins, Sidi Ahmed el-Kbir a côtoyé donc les monts de Blida à partir de 1516 et a fondé la ville. Donc là aussi, il y a comment dirais-je, les dates ne correspondent, enfin selon les écrits, on ne s'est pas mis d'accord sur la fondation de la ville, qui parfois il est mentionné 1519, et d'autres écrits parlent de 1535 par rapport à la fondation de cette ville. Très bien. Que disent justement, Madame Foufa, les archéologues, vous qui êtes architecte aussi spécialisé en restauration de monuments anciens, donc vous connaissez certainement le récit des archéologues par rapport à cet aspect en particulier. En fait, la naissance et la genèse de Blida. En fait, il n'y a pas eu de travaux d'archéologues parce que la ville est une ville quand même assez récente dans l'histoire. Elle a été édifiée au XVIe siècle. Donc, on a parlé c'est-à-dire certains historiens, donc ont parlé d'une ville antique, c'est-à-dire. Mais les rapports de Stéphane Gzell ont démenti cela parce qu'il n'y a pas de traces physiques et les recherches archéologiques n'ont pas pu être établies ou effectuées justement sur ce site. D'accord, donc on ne peut pas remonter à l'ancienne Antiquité. Et ça valide quelque part la théorie qui dit que les Andalous l'ont édifié de bout en bout et qu'ils avaient bénéficié à l'époque de son édification du soutien d'Alger en tout cas. Tout à fait. Voilà, Alger avait quand même alloué une certaine somme. Donc vous avez la protection, la bénédiction de Khaireddin. Voilà. Voilà, donc cet argent a servi à créer peut-être les monuments de base qu'on connaît, dont il y a survivance malgré les aléas du temps et aussi les tremblements de terre qui ont sévi. Hein. Oui, bon, si on revient, oui, l'histoire de la ville reste toujours liée à l'histoire de ces tremblements de terre, si on peut dire cela. Depuis sa fondation, donc sur les 3 siècles, elle a subi pas moins de 9 événements sismiques, mais il y en a 2 qui sont très importants, donc celui de 1825 et donc celui de 1867. Donc je pense qu'on reviendra sur ça une fois que M. Foufa présentera la composante bâtie de la ville. On va peut-être vous aider, M. Foufa, par un reportage qui va nous emmener vers les différentes portes de Blida, à l'instar de Bab el-Sebt, la plus connue, donc que les Blidéens continuent aujourd'hui d'utiliser donc dans leur langage actuel et puis dans la détermination des différents quartiers. On a Bab el-Rahba, Bab el-Qsab, etc. Donc je ne saurais pas en parler mieux que Fariel Hamdi qui a été sur les lieux et qui nous... Oui, donc le reportage sera prêt dans un instant. Donc, mais en tout cas, notre reporter nous a permis de connaître ces portes célèbres. Est-ce qu'on peut en parler avant le reportage déjà? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors là, si on doit parler des portes, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière et voir un peu les différentes phases qu'a connues donc l'évolution de la ville
à partir de sa fondation. Nous distinguons 3 phases essentiellement. Donc l'installation des morts andalous en 1533, pardon. À l'époque donc de l'installation des Andalous qui s'est faite dans le premier quartier qui a été dénommé par la suite quartier El Djoun. Maintenant, quant à son appellation, il y a aussi confusion par rapport à cette appellation d'El Djoun. Hein. Certains parlent de Ladjioun, donc et d'autres parlent d'un notable venant du Mzab qui aurait donc fait ce quartier-là et donc abrité les morts andalous qui se sont installés sur les quartiers de Ouled Sultan, qui était à l'époque. Donc c'est vrai que le Mzab était déjà là. Le Mzab était déjà là, absolument. C'est né c'était la naissance du Mzab, c'était le XIIe siècle, c'est bien cela. Donc c'est un petit peu antérieur au XVIe. Tout à fait. Ça explique un petit peu la théorie. Donc à l'époque, donc on parle d'une enceinte en toupe percée de 4 portes essentiellement. Très bien. Donc c'est ça au niveau de la fondation de la ville. Donc il y avait la Bab al-Khbour, Bab al-Rahba, Bab al-Sibt et Bab al-Zahir. D'accord, voilà. les 4... Donc ça c'est essentiellement les 4 portes qui étaient au niveau de la fondation de la ville. Voilà. Donc Bab al-Khbour, comme son nom l'indique, donné sur donc le cimetière. Probablement un cimetière. Un cimetière, donc ce qu'on appelait le cimetière de l'Ouest. Bab al-Zahir était sur la route d'Alger, bien sûr c'était donc l'aboutissement de la route entre Zahir Bani Mzghna et Blida. Bab al-Rahba donné sur le marché hebdomadaire à Bestiou et Bab al-Sibt était sur l'emplacement actuel du marché européen. D'accord. Voilà. Il y avait d'abord donc la place Bab al-Sibt qui donnait sur la... Donc il y avait la porte et la place Bab al-Sibt qui ouvrait donc la voie sur donc le chemin du samedi, le marché du samedi, qui donc menait vers la route de Coléa. Très bien. Voilà, ce qui est à noter, c'est que le marché, le Qbour et le cimetière, toutes ces placettes donc, où se regroupaient donc, les habitants de Blida avec aussi ces échanges avec les régions avoisinantes. Donc c'était au-delà des remparts. Donc tout ceci, c'est pour ça qu'on parle de portes en fait. Absolument, les portes avec des murailles qui pouvaient être fermées. Donc il y avait des horaires aussi qui étaient... voilà. Oui, les horaires étaient donc avec la fermeture des portes. Certaines pour le Maghreb, certaines pour l'Aïcha. La fermeture se faisait avec le Maghreb et l'ouverture donc avec la Salat al-Fajr. Tout à fait. Et puis bon, pour Bab al-Zahir, c'était au-delà du Maghreb. C'était légèrement au-delà, voilà. Ça, j'ai fait ma petite recherche, j'ai lu ça quelque part. En tout cas, j'imagine que Feria El-Hamdi aussi, un petit peu, a essayé de comprendre l'histoire de ces portes. Elle nous en fait part dans ce reportage, puisqu'elle a été sur les lieux. Elle est revenue avec ces belles images de Blida. Blida, El Ourida ou la Petite Rose, ville située à 260 mètres d'altitude au pied de l'Atlas, sur la rive droite de l'Oued el-Kbir. Par sa position au milieu de la verdure et de ses orangers, est l'une des localités les plus riantes de l'Algérie. Voilà les 7 portes de la ville de Blida. Et chaque porte porte une histoire. C'est-à-dire la porte de Bab al-Zahir. Pourquoi on appelle Bab al-Zahir? Parce que la porte qui s'ouvre sur le chemin qui mène à Alger. Et Bab al-Zawiya, c'est-à-dire le chemin qui amène à la Zawiya de Sidi Mejbar. Bab al-Sibt, c'est-à-dire la porte du samedi, il y avait un marché, un grand marché comme de Boufarik, un grand marché qui se trouve à Mouzaya, et précisément un mosaïque de toute façon qui a été construit en 1857. 1857 parce que la porte s'ouvre tous les samedis. C'est pour ça qu'on appelle la porte du samedi. Et Bab al-Qasba, il y avait des roses près de Sidi Yacoub.
il y avait un marécage, il y avait toujours des roseaux. Et c'est pour cette raison qu'on appelle Bab el-Qsba. Bab el-Qbour, c'est-à-dire la porte, il y avait un cimetière. À l'époque, on l'appelle Bab el-Qbour. Et Bab el-Rahba, c'est-à-dire c'était le marché au grain. Les fruits et légumes des montagnards qui descendent de la montagne. Et Bab el-Khouikha, c'est un mot turc, ça veut dire, c'est un mot turc. Bab el-Khouikha, c'est la petite porte en arabe. Bab el-Sghira. Avec l'occupation française de l'Algérie en 1830, un mur d'environ 3 mètres de haut a été construit autour de Blida, avec 7 portes formées pour accéder à la ville de différentes zones. Ces portes ont été construites par des Turcs pour assurer la protection des habitants de la ville et sont devenues une partie populaire du patrimoine et de l'histoire de Blida. Si l'on parle de l'époque Morandalou, elles étaient au nombre de 6. Donc Bab el-Qbour qui était situé donc à l'ouest de la ville et qui s'ouvrait sur le cimetière de l'ouest. Bab Zaïr qui était à l'opposé, donc diagonalement. Bab Zaïr qui donnait sur le cimetière de l'est et qui menait vers Alger. La Bab Rahba qui s'ouvrait sur donc, le marché hebdomadaire et qui montait vers la montagne de Shre'a. Il y avait aussi Bab Sebt qui est situé sur l'emplacement actuel du marché européen et Bab Zawiya qui descendait vers la Zawiya Sidi Mjibr. Voilà. En fait, le nombre de portes et le remplacement a différé selon les époques. Que l'on soit à l'époque précoloniale ou coloniale, les changements ont été opérés suite donc à l'invasion du colonisateur. Les portes et les murs sont restés opérationnels pendant un siècle avant que l'administration française décide de les détruire vers 1926. L'Algérie a été colonisée et donc le colon a démoli déjà la première enceinte qui faisait 1,6 km, donc durant la période ottomane, a été démolie pour construire la deuxième enceinte durant la période coloniale entre 1849 et 1866. Et la deuxième porte donc, qui contenait la deuxième enceinte qui contenait les 6 portes, donc qui portait les 6 portes et 9 bastions, a été démolie par la suite. Et l'on a ce qui est représenté aujourd'hui par le boulevard qui ceinture donc tout ce noyau historique. Voilà, donc et puis la ville s'est étendue au-delà donc en extramuros, au-delà de ses limites, vers le nord-est et le nord-ouest, en créant donc et Montpensier et Joinville, et puis après tout s'est rempli par la suite. Aujourd'hui, ces portes n'existent plus, mais leurs noms sont toujours utilisés par les habitants de Blida comme point de repère pour localiser les rues et les quartiers. Voilà, ces noms continuent de résonner un petit peu dans le quotidien des Blidéens. Et bien sûr, elles ont été, vous le disiez tout à l'heure, conçues à différentes époques. Donc ce n'est pas au même moment. Oui, parce que la ville, au début de sa fondation, donc, elle ne contenait que le quartier des Morandalou et les bâtiments qui ont été construits par Sidi Ahmed el-Kbir, donc la mosquée, le hammam et le four. Et puis par la suite, la ville s'est étendue puisque elle était construite durant la période ottomane, donc elle s'est agrandie. La population est venue d'autres régions en plus des Morandalou. Et du coup, donc l'enceinte s'est déplacée au fur et à mesure que la ville s'étendait. C'est dommage qu'on n'a pas les... Il y a des emplacements donc, sur la cartographie dans lesquels on voit par exemple... Si, on les a là. Oui, mais bon, il faudrait avoir peut-être le tissu urbain en dessous. Oui, il y a le tissu urbain et puis il y a aussi donc, les traces sur les plans cadastraux dans lesquels il mentionnait la position des anciennes portes. Par exemple, lorsque nous faisions nos recherches, M. Foufa et moi-même, donc...
on avait vu que, par exemple, la porte de Bab Rouiha n'est pas du tout localisée là où elle est actuellement. D'accord. Que Bab Zawiya non plus. Donc il y a cette différence. Et puis après, donc avec la construction de l'enceinte coloniale, l'enceinte donc a été percée par d'autres portes. Il faut juste imaginer le nombre de générations qui se sont relayées depuis ce fameux tremblement de terre de 1825 qui a vu la démolition de nombreux quartiers de Blida. Donc, effectivement. Donc en 1825, donc c'est l'un des tremblements de terre les plus importants et le plus documentés. Donc la ville a été quasiment détruite. Des 1300 maisons qui existaient ne subsistaient que 20. Les minarets des 4 mosquées sont tombés. Les coupoles qui couvraient donc les masjids, il y en avait 11, donc sont tombés. Il y a eu 2000 décès, 2000 morts sur les 15 000 habitants, dont 280 enfants ensevelis sous les décombres des écoles. Donc c'était une véritable catastrophe à l'époque. Et donc le deuil de ce moment-là donc avait diligenté l'ARA pour reconstruire justement la ville 1 kilomètre vers le nord, 1 kilomètre plus bas, donc vers le nord. Mais en fait, durant ce mois de mars, il avait tellement plu et donc l'enceinte n'avait pas tenu. Donc la population donc est retournée vers les lieux de son occupation, donc vers l'ancienne ville. Mais la reconstruction a été trop longue, c'est-à-dire très très lente. Donc quand les colons sont arrivés, la ville était encore sous les décombres. Elle était, il y avait des ruines un peu partout. Tout à fait. Voilà, les signes de ce tremblement de terre étaient toujours présents. Visibles. Voilà. Ce qui a facilité donc d'une part la restructuration de la ville, c'est-à-dire dans son tracé. C'est-à-dire il y a eu facilitation, même si la restructuration s'est faite durant la première période de la colonisation, donc avant 1863, mais elle a été facilitée parce que les parcelles étaient inoccupées ou alors étaient occupées par des tentes. Il n'y a pas eu de reconstruction, il y a eu seulement la restauration de la mosquée Jamaat Turk, donc en 1827. Les autres mosquées ont été plus ou moins restaurées, plus ou moins réparées, parce qu'après, elles ont été occupées par l'armée française. Et donc, il y a eu beaucoup de changements parce qu'il y a eu la ville. Il y a eu l'expropriation, donc beaucoup d'expropriations qui ont facilité donc les nouveaux alignements, le nouveau tracé, donc une trame orthogonale qui s'est superposée à cette trame ces grandes avenues sont nées avec cette porte qui n'est pas vraiment l'original et qu'on voit à l'antenne. Donc cette porte de Zaïr qui n'est pas la véritable porte parce qu'elle a été conçue différemment, avec des portes en métal, etc. Donc on n'avait plus les portes. Voilà. Ni l'emplacement original. Absolument. Voilà. Donc ce que je disais tout à l'heure, le Bab Sebt et Bab Zaïr ont changé d'endroit, ont changé de place. Bab Zaïr c'était l'aboutissement de la rue des Koulougli à l'origine, et cet aboutissement-là était symbolisé par la mosquée Baba Mohammed. D'accord. Donc on sortait de cette porte-là. Il y avait aussi derrière la muraille le cimetière de l'Est, sur la route d'Alger. Bab Sebt était donc, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de l'actuelle place du marché, et s'ouvrait sur donc le marché du samedi qui menait vers la route de Koléa, de Mouzaïa. Donc l'occupant français a aussi amené sa touche par rapport à ces luxuriants jardins qui étaient à l'époque, donc qui ont permis à Blida d'avoir ce surnom de Blida avec tous ces rosiers, etc. On a vu l'avènement du bigaradier, qui est très célèbre donc à Blida. Tout à fait.
mais surtout les orangeries. Oui, les tout à fait. orangeries et les citronniers de Blida étaient bien réputés à l'époque, même ottomane. C'est une terre fertile qui permettait tout. Les Andalous ont bien choisi l'emplacement. Tout à fait. La ville est située donc dans un cône de déjection, donc constitué d'alluvions récents. L'Oued qui est là, donc avec beaucoup de canaux d'irrigation. Et d'ailleurs, les Andalous, qui sont de fins experts en hydroscopie et construction d'aqueducs. D'ailleurs, Alger, il y a beaucoup d'aqueducs construits par cette population. Donc, ils se sont installés et ont ramené avec eux donc leur savoir-faire. Justement, je voudrais rebondir sur l'expropriation, donc qui a poussé la population donc blidéenne de sortir, c'est-à-dire de trouver un nouvel emplacement pour construire d'autres quartiers. Et c'est ainsi qu'est né le quartier de Duiret. Donc le ex-nihilo, c'est-à-dire en dehors de l'enceinte. Donc c'est une population qui a transféré ses savoir-faire, des savoir-faire en termes de construction, en termes de typologie architecturale, en termes de matériaux de construction, enfin tout. Et donc on a aujourd'hui un quartier qui s'est consolidé vers 1916. Et donc c'est ce quartier d'Uiret qui a une certaine authenticité, non pas dans la datation, mais dans le transfert, dans la conservation de la culture, voilà, de toute la culture locale, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Absolument. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir ce matin. Vous avez été les ambassadeurs de Blida, vous en parlez si bien. Et ce qui est bien surtout, c'est que vous êtes passionnés de l'histoire de votre ville et versés justement dans cette recherche vers de l'authenticité, de la vérité par rapport à votre histoire. C'est excellent. Et c'est à ce titre-là que je voudrais lancer un appel à tous les Blidéens par rapport donc à la conservation de la mémoire des lieux. Absolument. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle de Bab Rahba, mais il faut savoir que la nouvelle génération parle de Bab Rahba beaucoup plus loin. Donc, ça veut dire qu'il y a un transfert de lieux et un transfert de mémoire de lieux qui risque de fausser un peu la lecture de la ville par rapport à son histoire. Oui, j'espère que votre appel trouvera écho auprès des Blidéens qui nous regardent ce matin et qu'on salue vivement. Donc, on a été ravis de parler de votre ville, également. Donc, tout le plaisir. Voilà, merci à vous, Monsieur Burhaneddin Foufa, et merci également à Mina Foufa Abtsmot de nous avoir permis de parler de la ville des Roses. Si bien parler de la ville des Roses. En tout cas, on continuera dans la dernière demi-heure de parler cette fois-ci de sport et d'aventure. Mais avant, on va planter le décor comme on a coutume de faire avec ce reportage qui est signé donc Saïd Sidali plutôt Fellak, donc qui nous permet de voir une visite guidée donc offerte à l'équipe. C'est Saïd Fellak, voilà, j'ai complètement écorché le nom, qu'il me pardonne, puisse-t-il me pardonner. Donc Saïd Fellak nous emmène directement à Oran avec cette visite guidée donc, qui a été offerte à la délégation congolaise lors du Chan donc 2023. On va suivre cette visite guidée le temps que notre ami donc Riyad Belkhadim s'installe pour le compte rendu de la semaine, ou plutôt de la journée d'hier. Et c'est parti. L'esplanade de Santa Cruz d'Oran, premier arrêt pour la délégation congolaise présente en Algérie à l'occasion de cette 7e édition du Chan lors de sa sortie touristique. Une sortie qui l'a conduite à visiter plusieurs endroits historiques d'El Behia, des joueurs subjugués par la beauté de la ville. On nous a permis de visiter la cité et puis on a vraiment aimé. C'est un bon endroit donc on espère peut-être un jour revenir encore ici. Donc vraiment l'Algérie nous a bien accueillis. On est très contents et c'est vrai que l'Algérie c'est un pays ami au Congo et notre président aime bien, il a étudié ici et on aime bien l'Algérie et on n'est pas déçus en fait. On est très bien reçus, bien accueillis, bien cadrés. Voilà. Et maintenant on prie qu'on gagne ce deuxième match.
Nous avons programmé cette sortie touristique pour l'équipe congolaise afin de leur faire découvrir les lieux touristiques de la ville d'Oran. Direction ensuite le centre-ville d'Oran et ses lieux historiques avant de faire une virée au théâtre régional Abdelkader Al-Loula où un accueil particulier a été réservé à nos amis congolais. Et là, on nous a invités de faire une visite, voir ce qui est la ville d'Oran. On a visité des magnifiques sites et jusqu'à maintenant, on est en train de visiter vraiment l'accueil chaleureux. Ils sont disponibles, le protocole disponible, ils sont à nos petits besoins. Franchement, si c'est ce que l'Algérie présente, en tout cas, on est fiers. On est fiers, comme on dit, 1, 2, 3, vive l'Algérie. En tout cas, c'est vraiment exceptionnel. Et pour le Chan, on est tous émerveillés. Pourquoi pas l'Algérie, le prochain CAN, la prochaine CAN, pourquoi pas. Pour moi, vraiment, c'est 100%. Miaf Mia, comme on dit, quoi. Ouais, ça nous fait plaisir, comme je dirais, de visiter Oran. Donc, tout ce qu'on nous a expliqué, vraiment, ça nous fait du bien de découvrir un peu l'histoire de l'Algérie. Cette initiative, initiée par les autorités locales de la ville d'Oran, vise à promouvoir le tourisme local et permettre aux délégations sportives présentes actuellement dans la région de découvrir l'âme de l'une des plus belles villes d'Algérie. Et depuis justement le début du CHAN, on suit un petit peu le déroulement des matchs et l'évolution aussi de notre équipe nationale. Et Riyad Belkhadim est là pour nous en dire davantage. Donc hier, on se demandait qui allait être notre concurrent ou notre adversaire. Bonjour Nadia. Ben oui, on pouvait tomber soit sur la RDC, Congo, pas le Congo-Brazza qu'on vient de voir dans le reportage à Oran, le Congo-Brazzaville a déjà été éliminé. C'était une visite comme ça, ils n'ont rien perdu. Même s'ils ne se sont pas qualifiés, ils ont pu visiter la belle ville d'Oran, comme a dit Saïd Felak. Il y avait la RDC qui pouvait passer, il y avait la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Hier, le Sénégal l'a emporté 3-0 à Annaba, au stade du 19 mai. Et la Côte d'Ivoire, ici, à Alger, au stade Nelson Mandela, l'a emporté. Super match à Nelson Mandela, où il y avait quand même un peu de monde. Pourtant, il faisait frisqué, il faisait froid le soir. Très froid, et il pleuvait, il y avait du monde pour voir cette équipe de Côte d'Ivoire qui va organiser la Coupe d'Afrique des Nations la prochaine, en janvier prochain. On va en parler dans quelques instants. Elle bat l'Ouganda et elle passe deuxième, donc elle tombe face à l'Algérie, première du groupe A. Donc ce sera une très très belle affiche. Ce sera vendredi à 17h. C'est la première fois que l'Algérie va jouer à 17h. Elle jouait à 20h depuis le début du tournoi. Et là, il y aura un magnifique Algérie-Côte d'Ivoire. C'est un grand classique africain où on a de bons et de mauvais souvenirs. En tout cas, Majid Bouguera, il a de bons souvenirs avec la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas si vous en souvenez, Radia. C'était en Coupe d'Afrique. C'était les A, bien évidemment. Oui. Alors, on était mené de buts à 1. On allait être éliminé. Et puis, quelques secondes avant la fin du temps réglementaire, un grand centre. Et qui jaillit au second poteau? Un certain Majid Bouguera, qui égalise pour l'Algérie, qui l'emportera ensuite aux prolongations grâce à Bouazza. Et ça, c'était un des grands faits d'armes de Majid Bouguera. Il avait cette magnifique qualification en Coupe d'Afrique des Nations face à la grande Côte d'Ivoire, avec Drogba, avec Yaya Touré. C'était la constellation des stars à l'époque. Et puis, son deuxième fait d'armes, c'est la qualification mondiale du Brésil. C'était à Blida. Blida, c'est la thématique du jour aujourd'hui. À Blida, c'était au stade Chaker. Et Majid avait marqué ce but face au Burkina Faso qui nous avait propulsé au mondial brésilien. Espérons qu'on va rester sur les bons signaux. Voilà en ce qui concerne donc le match de l'Algérie vendredi. Alors, sur le site Tadkirati, les ventes ont déjà commencé pour ce match. Vous pouvez donc acheter votre ticket sur le net, vous le savez, comme depuis le début du tournoi. Et certainement que cette affiche va être encore une fois à guichet fermé pour cette Algérie-Côte d'Ivoire.
à 17h. Hein. Mais ça va, tranquille, hein, c'est vendredi prochain, pas trop de circulation. Voilà, les gens pourront arriver tranquillement au stade. Voilà donc pour ce qui s'est passé hier dans le groupe B, ce qui concernait directement l'Algérie. Excellent. Et donc là, on est à la 5e journée, c'est bien cela? Alors, en fait, c'est les dernières journées de tous les groupes. On a joué la dernière journée du groupe A avant-hier. Hier, c'était le groupe B. On vient de l'annoncer. Aujourd'hui, c'est la dernière journée dans le groupe C, qui est à Constantine. On le verra peut-être demain ou après-demain, peut-être dans le bonjour de Constantine. Hein. Oui, le stade Hamlaoui, superbe, enceinte complètement rénovée. Le stade est superbe, il est blanc. Blanc de neige, on va certainement le nettoyer. Et puis je vous ramènerai la prochaine fois, je vous le promets, le ballon officiel de la compétition spéciale neige. Parce qu'il y a un ballon spécial neige. Bien. Et il est de quelle couleur, Aladia? Ah, je ne sais pas. Il faut qu'il soit visible. Il faut qu'il soit visible par l'arbitre et par les joueurs et par les spectateurs. Le ballon traditionnel, il est blanc, le ballon avec lequel on joue. Le ballon de neige, il est rouge. Ah, voilà. Il est rouge, donc il est... je vous le montrerai la prochaine fois. Avec plaisir. Alors, ce soir, je ne sais pas s'il sera enneigé ou dégagé, il y aura un certain Soudan, Madagascar, mission difficile, pas impossible, mais très difficile pour le Soudan. Il doit l'emporter sur une très grande marge face à la surprise du tournoi, les Malgaches, Madagascar, qui eux ont déjà un pied au deuxième tour. Le Ghana est exempt, c'est un groupe à 3, hein, donc c'est assez compliqué. Oui. C'est un groupe à 3 et le Ghana est exempt de cette journée. Donc match à suivre aujourd'hui au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Complètement enneigé. Alors, avant de revenir sur... Il risque d'avoir du mal. Hein. Le Soudan n'est pas un pays où on retrouve la neige, ni la seconde les Malgaches équipe. Les Malgaches non plus. C'est les cocktails au bord de l'eau. Ils vont s'habituer, hein, ou alors ils vont mettre un petit... On verra ça vraiment sur la pelouse, qui sera peut-être couverte, disons. Alors, avant de terminer avec un sujet qui concerne la presse, qui a été dithyrambique, on l'a entendu tout à l'heure, les Congolais, il y en a même un qui parle bien algérien, hein, un joueur congolais qui a dit miel fil miel, j'étais moi-même étonné. On va regarder un sujet sur la presse internationale, son accueil, les conditions de travail de la presse étrangère, internationale, parce qu'il y a beaucoup de journalistes européens aussi qui sont là, mais surtout africains qui viennent suivre leur sélection. On regarde ce sujet signé au commentaire Linda Taboul. La bonne organisation du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux et le nombre record de spectateurs dans les tribunes n'est pas passé inaperçu pour la communauté africaine et les étudiants africains en Algérie. Le CHAN en Algérie, c'est une très très belle initiative pour le futur et pour l'avenir. Donc voilà, ça fait déjà longtemps que l'Algérie n'a pas organisé de compétition. Le CHAN ici en Algérie, premièrement, je trouve que c'est bien organisé. Vu le terrain, les conditions aussi, toutes les conditions sont réunies. Et je pense bien que ça sera encore une nouvelle opportunité pour que l'Algérie puisse encore organiser certaines compétitions ici. Les belles images de la cérémonie d'ouverture et l'engouement du peuple algérien pour ce tournoi ont fait que le CHAN prenne une autre dimension. Tout est beau dans ce CHAN, les stades sont magnifiques. Cette compétition ne concerne que les joueurs locaux, mais l'organisation est de niveau mondial et je suis vraiment surpris. Des témoignages qui confirment que l'Algérie a réussi son pari et démontrent au monde entier l'esprit et l'hospitalité qui caractérisent l'Algérien. Welcome to Algeria. Donc un sujet signé Sidi Ahmed Bouraïef. Il va m'en vouloir, Sidi Ahmed Bouraïef. Il va m'en vouloir. C'est contagieux. Hein. Moi, j'ai calé sur tout à l'heure Saïd Fennek. Il faut saluer toute l'équipe de la rédaction hein, qui suit le CHAN depuis le début de ce tournoi. On va citer Linda Taboul, Sidou, Sidi Ahmed, Sarah Derbal, Saïd Fennek, Mokhtar Hammani. Il y a même parfois Halim hein, qui nous aide. J'imagine que Saïd Ismaïl Belqaidia aussi a ajouté son grain de sel. Ismaïl Belqaidia, Nordin Hanni qui est à Oran,
également pour la rédaction de Canal Algérie. Et on va être comme ça mobilisé jusqu'à la finale le 4 février. Très bien, on clôt le dossier donc Chan pour le moment et on va parler de Cannes 2023. Qui devient Cannes 2024. Qui se jouera en 2024. On clôt le Chan, mais le Chan est concerné. Pourquoi? Je vous explique. Oui. Alors, ça aussi, c'est de bons signaux, hein, parce que l'Algérie est candidate, vous le savez, à la Cannes 2025, à l'organisation de la Cannes 2025. Il y a beaucoup déjà de fédérations africaines qui ont mis une pièce sur la candidature algérienne et qui ont promis de voter pour la candidature algérienne. Et pour preuve, une délégation du COCAN, du comité d'organisation de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont là, sont à Alger pour une visite sur l'organisation algérienne. D'ailleurs, ce matin, il y aura une visite au stade Nelson Mandela de Baraké, ce sera aux alentours de 11h, 11h30, et ils vont s'enquérir du protocole d'organisation d'une rencontre de football aux standards, aux normes de la CAF. Et ils ont visité comme ça plusieurs sites pour voir comment l'Algérie, parce que l'Algérie organise cette CHAN aux normes Cannes. C'est vous dire à quel point l'Algérie est en train de montrer d'abord à son continent, l'Afrique, et au monde, ses capacités organisationnelles avec ses nouvelles infrastructures. Il y en a d'autres encore qui vont venir, il paraîtrait. Et je vous promets bientôt un reportage sur le stade de Tizi Ouzou. C'est un vrai bijou. Avec plaisir. Donc on a un reportage qui parle des journalistes justement. Qui vient de passer, on vient de le voir. C'est celui-ci qu'on vient de voir? Tout à fait. Ah, très bien, donc on a fini, on a bouclé? Tout à fait. Ah merci Riyad. Merci Riyad, je pensais qu'il restait encore un autre reportage sur les journalistes locaux. Donc merci infiniment. Merci à vous. Compte rendu. Merci à ceux qui sont avec nous et qui aiment beaucoup le sport. On va tout de suite d'abord parler d'escalade. On va peut-être revenir aussi sur la journée mondiale du sport féminin avec notre collègue Wahiba Belhoua. Mais avant, on va un petit peu revivre l'ambiance un petit peu festive du Chan avec cette chanson officielle de la compétition. Waqoba maqatha amancane sengathi lenyama ithengwa nguwe waqoba maqatha amancane sengathi lenyama ithengwa nguwe ithengwa ngubaba. International, from Algeria to all Africa, you know how we do. وهي أحبابنا مرحبا 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 وهي أحبابنا مرحبا 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 وهي أصحابنا مرحبا 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 وهي أحبابنا مرحبا مرحبا بضيافنا مرحبا مرحبا بحبابنا مرحبا حلوا البيبان حلوا البيبان مرحبا. لغري والدك التلام أفريقيا سنتا ترام أفريقيا سنتا ترام لغري ونغار التمدام لغري والدك التلام أفريقيا سنتا ترام أفريقيا سنتا ترام إيتي سراو إدمشلان أيت مار التمدام إيتي سراو إدمشلان أيت مار التمدام إيتي سراو إدمشلان أيت مار
Voilà, je vous avais promis tout à l'heure qu'on parlerait encore de sport et d'aventure, notamment avec notre invité qui vient d'arriver, Karim Ouqara. Bienvenue, donc vous êtes alpiniste et initiateur d'escalade. Tout à fait, oui. Voilà, un grand aventurier, quoi. En quelque sorte. Voilà. Donc, est-ce que vous pratiquez ce sport depuis plus de 15 ans, hein? Ah oui, bien largement, oui. Enfin, la montagne en général depuis bien plus. D'accord. Donc. Mais l'escalade proprement dit, ouais, à peu près une quinzaine d'années. D'accord. En salle ou vous le pratiquez aussi à l'extérieur? Plus en extérieur. Parce que bon, en salle, il n'y a pas beaucoup de structures, notamment ici en Algérie. Mais là, ça commence à se développer tout doucement depuis quelques années. Vous êtes formé entre la France et l'Algérie. Exactement, tout à fait. Ouais. Voilà, bon, bien sûr, en France, j'imagine que vous avez eu des challenges incroyables aussi. Parce qu'il y a une tradition, c'est un sport qui est apparu à peu près la fin des années 80. Même en France, par exemple, même dans toute l'Europe, il n'y avait pas de structure artificielle. Donc à partir des années 80, la mi-80, il a commencé à avoir des structures. Et aujourd'hui, pour donner une idée, il y a à peu près 102 000 licenciés d'escalade en France. Et il y a à peu près des salles et des murs d'escalade partout, même dans les lycées, dans les collèges, tout ça. Voilà. Ça a tendance à se propager chez nous tout doucement, gentiment. Voilà, très lentement. On a des clubs qui apparaissent. En tout cas, tous les clubs en Algérie essayent de travailler pour développer ce sport qui est tout à fait nouveau en Algérie, qui reste encore assez marginal. Voilà, vous êtes parmi les pionniers, en tout cas, de cette pratique sportive. Voilà, est-ce que vous arrivez d'escalader des montagnes aussi abruptes que celles qu'on a vues à l'image? Moi, c'est carrément des murs comme ça, à la verticale. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Très bien. C'est pour ça qu'on fait de l'escalade. Oui, dans quelle région, par exemple, en Algérie? En général, la Kabylie, le Djurdjura, puisqu'il s'y prête bien. Mais après, il y a le Sahara, mais le problème du Sahara, c'est que c'est assez loin. Ouais, voilà, par exemple, là, on voit à l'image ce genre d'escalade. Donc tout ça, c'est en général dans le Djurdjura, bien entendu. Absolument. Donc, bien sûr, ça, c'est très, très, très dangereux. C'est pour les personnes les plus averties, les plus comment dire, formées, les mieux formées. Voilà. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on fait de l'escalade et on travaille aussi en salle. Très bien. Donc, vous le faites en salle, dans un club du côté de Boufari. Voilà, tout à fait. Ouais. Oui. Voilà. Donc, nous avons donc une association qui s'appelle Terrain d'aventure, que nous avons créée il y a à peu près 4 ans. Et nous avons aussi notre propre salle d'escalade où on travaille régulièrement avec tous des jeunes et des moins jeunes, bien entendu. Puisque le plus jeune, c'est une fille qui doit avoir 7 ans. Et pour la plus âgée, c'est une dame qui a pas loin de 60 ans à peu près. Ah c'est pas mal. Donc, voilà. Et puis entre deux, on a beaucoup d'ados et des jeunes hommes. Voilà. Un large éventail d'amateurs d'escalade qui fréquentent votre salle, donc terrain d'aventure. Et donc ils sont un petit peu au nombre de 20 cette année. Ils sont? Les habitués, ce sont à peu près au nombre de 20? Non, un peu plus. Un peu plus. Après, il y a quand même un roulement. Il y a des jeunes qui sont là depuis des années, pas loin d'une dizaine d'années. Et puis après, il y en a qui viennent s'initier, et puis ils passent une saison, et puis ils arrêtent, et puis d'autres continuent. Voilà. Il y a différentes manières de pratiquer l'escalade en salle. Est-ce qu'on peut les énumérer? Est-ce que vous dispensez les différentes disciplines Non, parce que on n'a pas les structures, c'est surtout ça le problème. Sinon, oui, on aurait pu pratiquer toutes les disciplines d'escalade en artificiel. Donc, elles sont au nombre de 3. Il y a de l'escalade sportive, donc qui se fait sur des murs qui font à peu près entre 7 mètres et 15 mètres. Parce qu'après, c'est par catégorie, les championnats nationaux, internationaux, tout ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle du bloc. Donc, du bloc, là, on grimpe sur des murs qui ne font pas plus de 4 mètres. On a des matelas au sol. Et on n'a pas besoin ni d'harnais, ni de cordes, ni rien de tout ça. Oui. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'escalade de vitesse. Et là, c'est une structure aussi un peu spécifique. Ça se fait sur un mur aux alentours de 9 mètres. Et les prix sont très, très spécifiques. Et les voies de vitesse sont identiques dans le monde entier, dans toutes les salles du monde entier. Donc ça, on n'a pas encore en Algérie. Même les salles traditionnelles d'escalade, on en a très très peu. Voilà, on disait tout à l'heure que ce sport en particulier évolue en Algérie depuis une dizaine d'années. Et là, on en est à combien de clubs
peu près, parce que moi je veux déterminer ce nombre parce qu'on va parler de l'événement justement. Grosso modo, il y a à peu près entre 25, peut-être 30 clubs maximum. J'entends bien clubs d'escalade, uniquement de l'escalade. Parce qu'après, il y a beaucoup de clubs, d'associations de randonnée qui restent quand même, ça reste quand même des sports de montagne, mais c'est totalement différent. C'est un sport aussi, la randonnée, bon j'en parle parce que c'est un sport qui il n'y a pas besoin de structure déjà, donc qui évolue un peu plus vite et qui a énormément d'engouement au niveau des Algériens. L'escalade, le problème, ça reste toujours les structures. Donc, tant qu'on n'a pas de structure, on a énormément de mal à développer l'escalade, surtout en artificiel. En tout cas, Médéa ouvre ses portes à tous ces amateurs d'escalade qui vont vraiment être en compétition très prochainement. On prépare un challenge national, donc on invite tous les grimpeurs algériens. Je viens d'apprendre ce matin qu'on aura peut-être même des grimpeurs internationaux, notamment de Tunisie, qui viendront donc vendredi prochain pour un challenge qui va se faire dans une salle à Médéa. Très bien, excellent. Donc, ce sera en une journée. Ce sera en une journée, ce sera du bloc, voilà, j'entends bien. Et si ça fonctionne, bon, il y aura ensuite, il y en aura d'autres, en tout cas on l'espère. Voilà, il y a des prix symboliques aussi pour encourager. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais quel est l'objectif vraiment? Qu'est-ce que vous envisagez C'est surtout de rassembler ces jeunes, voilà, parce qu'il n'y a pas assez d'événements, pas assez de rencontres. Comme je dis, bon, je mets toujours ça sur le tapis. Le problème, c'est que tous ces clubs n'ont pas les structures. Donc la plupart escaladent surtout en falaise, mais bon, l'hiver, c'est pas pratique. Et puis des fois, c'est loin, on ne peut pas aller grimper tout le temps, parce que c'est un sport, il faut s'entraîner continuellement. Oui. Voilà, donc pour rester performant, pour pouvoir évoluer. Et le fait de ne pas avoir ces structures, ça reste une problématique. Donc c'est pour ça qu'on essaye, même les associations entre eux essayent d'organiser à chaque fois des challenges ou quoi que ce soit, des rencontres en tout cas, pour que tous les jeunes grimpeurs puissent se rencontrer, échanger des idées. Et faire évoluer cette exactement, discipline. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, c'est voilà, surtout le but. C'est plus on est nombreux et, voilà, et plus l'impact sera peut-être plus important par rapport à la médiatisation et par rapport aussi à la Parce fédération. Que ça reste un sport quand même s'il y a à peu près 25 clubs en Algérie. Les gens qui pratiquent l'escalade, ils sont au nombre peut-être de 200 ou 300 maximum, je pense. Et donc, ça reste quand même assez marginal, contrairement aux autres pays dans le monde où l'escalade a énormément évolué et a pris une place énorme. Et puis surtout, un énorme succès. Ici, en Algérie, c'est vrai que ça reste assez lent. Et puis, donc, on travaille justement... C'est un sport très jeune chez nous encore. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'on y travaille, en espérant que, bon, on pourra au moins faire avancer les choses. Mais ça a avancé depuis une dizaine d'années. Avec des passionnés comme vous, je suis sûre que ça aboutira. J'espère, en tout cas, j'espère. Vous citiez tout à l'heure une jeune adepte d'escalade de 7 ans et puis une autre de 60. Donc, c'est dire que les femmes prennent part à, oui, énormément. à ce sport. Énormément. Et en citant justement... On essaye de faire une parité homme-femme, justement, quand on fait des compétitions ou des challenges comme ça, on essaie qu'il y ait une parité entre femmes et hommes, oui. Parité aussi dans la visibilité dans les médias, c'est un petit peu le combat qui a été lancé il y a quelques années à l'occasion de la création d'une journée internationale dédiée au sport féminin. Et pour en parler justement, je suis ravie de retrouver ma collègue Wahiba Belhawa, donc qui est journaliste spécialisée en sport et qui représente dignement donc cette femme sportive et cette femme justement qui parle du sport féminin. Bonjour Radia et je suis ravie de cette invitation. Merci. On est ravis également de parler un petit peu de l'organisation chez nous lors de cette journée. En fait, c'est le 24 du mois qui est célébrée la journée internationale du sport féminin. Mais je pense que c'est nous, comme c'est un jour ouvrable, ça a été un petit peu avancé. Oui. Bon, le 24 janvier, c'est la journée internationale du sport féminin. Ça fait 9 ans qu'elle existe. C'est par rapport à... c'est une initiative du Conseil sportif français qui a créé cette journée en 2014. Donc, et à partir de cette année, en 2014, depuis 2014, le monde entier célèbre cette journée. Mais chez nous, en Algérie,
Il y a plus peut-être, ça commence timidement. Et nous, c'est surtout le 8 mars qu'on fait des activités, qu'on organise beaucoup de choses. Mais peut-être à partir de cette année ou l'année prochaine, Inch'Allah, on va voilà, peut-être beaucoup de pays ont suivi un petit peu oui, cet élan. Oui, surtout les pays, les nations olympiques qui participent régulièrement aux Jeux olympiques, et surtout dans toutes les disciplines. On sait pertinemment que la présence de la femme aux Jeux olympiques n'était pas en 1996, aux premiers Jeux olympiques d'Athènes, mais c'était à partir de 1896, les premiers Jeux olympiques, mais à partir de 1916 que la femme a intégré le sport dans les disciplines, la gymnastique, l'athlétisme aussi, et aussi l'équitation. Et les sports collectifs, c'était à partir de 1928. Vous voyez à peu près et les Jeux olympiques le retard. d'hiver aussi ont vu l'intégration de la femme, avec le hockey, le patinage artistique. Mais avant, c'était le hockey sur glace, parce que les femmes pratiquaient le hockey surtout en période de neige. Donc la présence de la femme, quand j'ai dit, c'était à partir de 1906-1916. Et actuellement, elle est vraiment présente, elle est omniprésente dans toutes les compétitions internationales et toutes les disciplines aussi, et même les disciplines dites masculines comme l'haltérophilie, comme la boxe aussi, où la femme quand même a commencé quand même à faire ses petits pas et à réaliser de bonnes performances. En citant justement l'haltérophilie, c'est vrai que les femmes chez nous, celles qui ont brillé à l'international, ont toutes pratiqué des sports individuels, à l'image justement de Boulmarqa ou donc de Haddad et voilà Salima Swakri et d'autres. Donc le judo, ça peut être l'athlétisme, ça peut être voilà, ce sont des sports individuels en général. Oui, c'est des sports individuels, mais disons que la gymnastique, c'est le sport de base qui assure la souplesse, la vitesse aussi chez l'athlète. Et à partir de là, il y a l'orientation de l'athlète vers d'autres spécialités. S'il n'est pas apte à terminer sa carrière en gymnastique, donc il est orienté vers un sport collectif ou bien vers un sport individuel. On a vu des athlètes à l'âge de 17 ans, ils ont intégré des clubs de volleyball, de basketball, de handball, et ils ont vraiment réussi. Voilà. On a une équipe de football féminine, n'est-ce pas? Et moi, je rêve qu'on ait des diffusions comme ça, des directs télévisés de compétitions. Avant, on le faisait. Et puis, on aimerait que les gradins soient aussi pleins que pour les hommes. Avant, on faisait on assurait des retransmissions en direct, des matchs de football féminin, surtout en finale de Coupe d'Algérie ou en championnat. Il y avait l'équipe de Ridizane, l'équipe d'Alger Centre, qui faisait partie, la composante des deux équipes faisait partie de l'équipe nationale, l'ossature, de l'équipe nationale, et on assurait la couverture. Mais actuellement, je ne sais pas, la tendance actuelle, elle n'est pas virée vers la promotion du sport féminin, bien que le sport féminin atteint progressivement des étapes très très avancées dans les résultats, et surtout qu'on a aussi une association de sport féminin, de promotion et développement du sport féminin qui est chapeautée par Denis Hadjab. Elle est sur son deuxième mandat et elle est en train de promouvoir justement la pratique féminine, non seulement la pratique de performance de haut niveau, mais c'est surtout la pratique massive des femmes qui viennent participer à des courses et aussi faire comme l'escalade, l'alpinisme aussi, mais des randonnées aussi, surtout en ce moment d'hiver. Des semi-marathons. Voilà. Donc elle est en train de créer, de faire un combat avec toutes les associations qu'elle a créées au niveau national, et elle est en train de œuvrer, donc je lui souhaite tout le courage. C'est un petit peu l'objectif de cette journée donc internationale, c'est le développement du sport féminin, la promotion du sport féminin et aussi la médiatisation du sport féminin qui sont les objectifs phares de cette célébration à l'international de la journée du sport féminin. Merci beaucoup Wahid de nous avoir permis ce matin d'en parler brièvement, bien sûr.
On va rappeler aussi la date du challenge. Donc, ce sera le 27 janvier. Donc, du côté de Médéa, on donne l'adresse exacte. C'est une salle. C'est une salle, ouais, c'est une salle de gym. Ouais. Oui, c'est une salle de gym aussi qui est pourvue aussi de. Oui, qui est pourvue, bien sûr, d'un mur d'escalade. Voilà. Tout à fait, oui, oui. Très bien, on salue justement le co-organisateur qui ouvre les portes, c'est monsieur Benbaha, donc ouais, il n'a pas pu venir parce qu'il y avait du verglas ce matin et de la neige. Oui. Voilà, donc, les routes sont un petit peu bloquées. Voilà. On le salue, on souhaite bon vent pour cette compétition. Merci beaucoup en tout cas, et merci de m'avoir reçu. Bonjour pour l'escalade aussi qui n'est pas suffisamment médiatisée. On espère aussi qu'il y ait une belle couverture de cet événement, Inch'Allah. J'espère bien en tout cas. Voilà, vous revenez de Béjaïa, donc la Spélio, il y a un club de Spélio Club. Qui a organisé, oui, une compétition nationale aussi, une compétition d'escalade, mais là en extérieur. Voilà. Sur site naturel. Et le championnat d'Algérie d'escalade aussi. Qui a eu lieu au mois de décembre, oui, exactement. Très bien. Bon, on souhaite en tout cas une belle année pour l'escalade chez nous. On l'espère aussi, merci beaucoup. Et une belle année aussi pour le sport féminin, Wahiba, n'est-ce pas? Inch'Allah, une belle année et de bons résultats aussi cette année. Voilà, bon surtout avec le Chan. Oui, le Chan, c'est un petit peu la fête du football actuellement, on en profite. J'espère que vous serez nombreux sur les stades pour encourager les différentes équipes. En tout cas, on vous embrasse ce matin, on vous souhaite une bonne année, j'allais dire encore, une belle journée et aussi soyez vigilants sur les routes, faites attention, les zones enneigées, il faut être équipé, essayez de prévoir en tout cas tout ce qu'il faut comme équipement pour traverser ces zones vraiment enneigées où il y a du verglas. Bonne journée à tous et à très bientôt, au revoir.